Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui, dans un procédé critique, je vais vous parler de Vendredi 13. Alors qu'on n'est pas vendredi et que ce n'est pas le 13 non plus, mais bon, j'avais envie quand même de revenir sur le premier volet de cette fameuse saga horrifique qui a ensuite connu des crossovers avec Freddy, bon bref, c'est un peu le bazar, sorti en 1980 et réalisé par Sean S. Cunningham avec au casting des acteurs pas forcément très connus, si ce n'est un. Et oui, Kevin Bacon, qui a débuté ici, tiens, comme Johnny Depp a débuté dans Les Cauchemars de la Nuit, Freddy, et Leonardo DiCaprio dans Critters 3, il me semble. Et oui, on a des acteurs célèbres ici qui ont débuté dans des films un petit peu horrifiques, avec, allez, on va quand même citer d'autres acteurs dans le casting de ce vendredi 13, ce Friday the 13th, Betsy Palmer, Adrienne King, Laurie Bartram, ou encore, tiens, le fils de Bing Crosby aussi, voilà. Bah ouais, ça ne s'invente pas. Et donc, bah c'est très connu, vendredi 13. Sauf que si tu regardes ce film sans trop savoir ce qui va se passer dans la saga, ou au contraire, si tu sais ce qui s'est passé dans la saga et que tu découvres ce film, eh ben, tu vas être surpris, parce que les personnages iconiques qui ont fait cette saga ensuite, eh ben, on n'en parle pas vraiment avant la fin du film. Étrange, hein. Tout commence par un flashback lors d'une nuit en 1958 à Crystal Lake, un camp de vacances lacustre, où on voit deux personnes qui vont faire l'amour et qui se font assassiner par plan subjectif par un mystérieux tueur. Waouh, déjà, voilà. Et on se retrouve, je ne sais pas moi combien d'années après, une vingtaine d'années après, où le camp va rouvrir, parce qu'à suite à ce drame, disons qu'ils n'ont pas trop osé, voilà, le remettre à flot, sans faire de mauvais jeu de mots. Mais 20 ans après, quand même, hein, on reprend le business, et là, il y a des jeunes moniteurs qui viennent s'installer avant d'accueillir des enfants, quoi, tout simplement. Sauf que, bah, sur place, il y a certains d'entre eux qui vont mourir comme leurs collègues de 20 ans auparavant, parce qu'apparemment, ce tueur d'époque, à moins que ce soit un autre, on ne sait pas, mystère, est toujours vivant, et a toujours envie de commettre ses méfaits. Bon. Voilà, donc vu comme ça, ce métrage est un slasher pur et dur, inspiré clairement par La Nuit des Masques Halloween, donc de John Carpenter, et y compris même dans les plans. Voilà, je parlais de plans subjectifs de tueurs, on en a plein dans le film, quelques plans fixes d'extérieur qui bougent quand la menace arrive. C'est vraiment inspiré par le maître Carpenter, et on a évidemment les clichés propres à ce genre de film, qui ont été repris après 1000 fois dans d'autres métrages, et parodiés aussi, parfois repris et parodié en même temps, comme dans Scream, de Wes Craven par exemple. Et je me rends compte ici que ce film a pas mal inspiré, du coup, cette saga, donc Scream 1, 2, 3, 4. Alors, vous allez me dire, mais oui, tu te rends compte de ça, mais tu l'avais pas vu le film avant? Bah en fait, je ne sais plus. J'ai un gros doute, parce que je me mélange pas mal les films d'horreur cultes, enfin, slasher et tout dans ma tête, et je l'ai probablement vu à la télé à l'époque, mais il fallait que je me le refasse vraiment consciemment là. Bah déjà pour vérifier si oui ou non il avait bien vieilli, parce que 40 ans on nous sépare quand même, et si ça marche toujours. Alors j'ai envie de dire oui et non. Bien vieilli, ma foi, ça passe. Il y a une bonne mise en scène, alors très carpenteresque, hein, je le répète, mais là on sent quand même que Sean S. Cunningham, il s'est totalement approprié le style Carpenter, enfin sur certains trucs quand même, mais bon, voilà. Mais ça marche bien. La progression de l'histoire est d'une fluidité absolue, on voit les personnages en danger, on sent à peu près quand l'un va mourir ou non. Oui, du coup, parce que, menace et tout. Il y a donc cette référence stéréotypée au sexe, attention, hein, pas de relation sexuelle avant de mourir, bon voilà, c'est ça qui est repris dans Scream surtout, et même quelques meurtres le sont, voilà, puisque le tueur marche surtout à l'arme blanche. Couteau oui, à un moment même une hache et des flèches. Bon. Et voilà. Alors il y a quand même des petits soucis dans ce film. J'adore l'ambiance et l'atmosphère, ça passe crème. Ça ne m'a pas fait peur spécialement, parce que bon voilà, c'est pas du gore horrifique, c'est plus du slasher, même s'il y a quand même 2-3 trucs, bon, ça gicle bien. Mais oui, t'as peut-être la tension qui monte et tout, avec une belle musique d'ailleurs aussi, j'ai bien apprécié la musique, qui parfois se fait un peu psychose de Hitchcock, composée par Harry Manfredini, qui va je crois à peu près composer tous les films, ou presque tous en tout cas de la saga. Mais il y a des choses qui passent moins bien quand même, c'est les acteurs et les personnages. Pour certains c'est pas bon, ça ne sait pas jouer pour certains, c'est un peu bizarre parce que tu vois ça, ça te sort du truc, ou tu le prends au second degré finalement.
vu les clichés que ça a apporté sur des films suivants et tout, et que voilà, d'autres films depuis on les ont retournés ou se sont amusés de ceci, finalement tu vois ici une des bases et ça te fait sourire, voilà. Mais bon, quand même, hein, c'est compliqué, ne serait-ce que la première fille qu'on voit arriver en ville, ouah, c'est quand même dur à voir. Hein. Et c'est marrant parce que j'ai essayé la VF et la VO pour voir, j'ai switché les channels, et ça marche pas dans les deux sens. C'est ça qui est terrible. Mais bon, ça marche pas. Au final, ça confère à ce film ce statut de métrage culte d'horreur d'époque. Et voilà, il faut replacer ça aussi dans un certain contexte. Alors, il n'y a peut-être pas de direction d'acteur, tout simplement. Monsieur Cunningham, il a voulu juste travailler sur son ambiance, son atmosphère, et il a mis en place des séquences. Mais bon, c'est vrai que voilà. Et du coup, les personnages sont assez faméliques. Si ce n'est un qui apparaîtra vers la fin du film. Voilà. Finalement, l'acteur qui joue le mieux, c'est Kevin Bacon. Mais c'est pas une surprise. Bon, on le voit très peu, mais bon, voilà. Il y a une scène amusante avec un flic aussi qui débarque. Ouais, voilà. Il y a un petit peu d'humour, hein, assez assumé dans le film. Du strip Monopoly, c'est un peu n'importe quoi. Mais bon, c'est amusant, c'est un peu second degré. Et le film fonctionne, et puis il y a une fin assez intense. Parce que le problème, c'est que là, on sait, voilà, la saga Friday the 13th, vendredi 13, un certain Jason Voorhees et sa mère, tout, sans en savoir plus, tout ça, tueur avec le truc de baseball, là, tout. Sauf que, allez, je vais faire une petite zone spoiler, vraiment, si vous n'avez pas vu le film, et si vous connaissez pas rien de la saga, regardez-le et revenez après, mais spoiler, non, on le verra pas, Jason avec son masque tué ici, et non, parce que dans le premier volet de la saga, le tueur, c'est pas lui, c'est la mère. D'ailleurs, c'est spoilé dans un Scream, je crois, il me semble. C'est pas le tueur qui appelle au début de Scream, qui dit « le premier, qui est le premier tueur ?» Bah oui, je crois que c'est ça, quand il parle à Drew Barrymore, là. Bon, ouais, c'est ça. Et du coup, si tu connais rien de la saga, bon, déjà, tant mieux, mais t'as une petite surprise de fin, mais si tu connais, voilà, enfin, c'est compliqué à expliquer, c'est tellement entré dans la culture populaire que voilà, quand tu regardes ce film-là, non, Jason, il est que évoqué, c'est le petit enfant qui est mort, noyé, et en fait, dans ce film, c'est la vengeance de sa mère, qui un an après d'abord tue les moniteurs qui devaient le surveiller, puis elle revient 20 ans après quand ça rouvre, parce qu'elle voulait pas que ça rouvre, hein, c'est un petit peu le sanctuaire de son fils, pour qu'il repose en paix à jamais, et bien elle va tuer les jeunes qui s'installent là. Et elle est géniale, cette mère tueuse, et c'est pour ça que la fin est très bien pour moi. Betsy Palmer est très... Ouais, elle fait bien la méchante. Puis l'affrontement final avec donc celle qui joue Alice Hardy, Adrienne King, qui elle n'est pas très bonne en actrice. Elle est devenue peintre depuis, je crois. Bref. Et c'est bien. C'est très bien comme fin. Voilà, décapité et tout. Puis alors, à un moment, elle rêve. Il y a Jason qui sort dans ses cauchemars de l'eau et tout. Et puis finalement, on verra pas vraiment Jason. J'imagine que on apprend à la fin qu'il n'est pas vraiment mort. Enfin, qu'on n'a pas retrouvé son corps dans le lac. Donc oui, voilà, ça assume une suite où c'est lui qui viendra commettre des meurtres et venger sa mère. D'abord, sa mère qui veut venger son fils, et puis le fils qui veut venger sa mère, peut-être. Waouh, c'est beau. Bref, vous l'avez compris, oui, c'est sympa. Allez, je referme la zone spoiler. Et tout simplement pour attribuer une note à ce film, c'est très compliqué parce que bon, c'est quand même pas mal de défauts, mais je vais mettre 7 sur 10. Si c'est demi arrondi à 7, pour le côté culte, et ouais, on voit ce que ça a pu installer et inspirer pour d'autres films par la suite. Et je vais rester quand même, honnêtement, à pas mal sur Captain Watch. Voilà. Et c'est tout ce que j'avais à dire sur ce vendredi 13. Je vous souhaite de bons cauchemars. Je vous dis à la prochaine. Ciao.